Vous aimez la France? Vous aimez la parcourir, la découvrir, partir à sa rencontre. Vous avez même parfois l'impression de bien la connaître. Nous avons tous une petite plage, une petite crique, une clairière, un hameau ou un chemin qui n'appartient qu'à nous, loin des sentiers battus, et que nous ne voulons partager qu'avec ceux que nous aimons. C'est cette France-là que nous voulons vous faire découvrir à travers 100 lieux qu'il faut absolument voir dans votre vie. Aujourd'hui, nous vous proposons un voyage dans le temps, à la découverte des Yvelines. Peuplé dès la préhistoire, ce département fut le théâtre de nombreux événements historiques. Au fil du temps, il s'est enrichi d'un patrimoine culturel impressionnant. Dans la vallée de Chevreuse se niche une abbaye à l'histoire étonnante, les Vaux de Cernay, une ruine cistercienne sauvegardée par l'une des plus grandes familles de France. Alors cette église a été conservée grâce à une femme, Charlotte de Rothschild, qui décide d'acheter l'abbaye pour la sauver. Au départ de l'île de Chatou, c'est sur la Seine que la balade se prolonge, à bord de l'un des premiers bateaux à vapeur, comme à l'époque des peintres impressionnistes. Les peintres peignaient, les écrivains écrivaient, et c'est vraiment une époque de bonheur. Oui, ça a l'air. Oui. Ça a l'air. À terre, c'est l'un des bijoux de l'architecture moderne qui vous attend. La Villa Savoie, conçue par Le Corbusier, ou encore le château de Neuville, conservé par la même famille depuis 300 ans et au passé rocambolesque. Nous devons la restauration de Neuville et l'état de Neuville aujourd'hui au cinéma français, très honnêtement et très clairement. À Rambouillet, vous serez subjugué par le décor de la chaumière aux coquillages. Waouh, impressionnant. Oh, cette finesse. Et vous serez surpris de découvrir la fabuleuse histoire de la bergerie royale et de ses moutons mérinos. Donc on a un petit mérinos. Un petit peu partout. Dans chaque bulle, il y a un bout de brin, bout de d'un bout brin. de laine, de génétique qui vient de Rambouillet. Des rencontres, des histoires, des aventures, partons à la découverte des Yvelines. Pour débuter notre voyage, impossible d'ignorer le monument historique majeur des Yvelines. Le château de Versailles, la maison des rois. Des jardins conçus par le nôtre, des fontaines d'une rare ingéniosité, des pavillons de fabrique exceptionnels. Nous sommes dans un savoir-faire à la française, jamais égalé. C'est dans les jardins du château de Versailles que nous retrouvons Géraldine. Cette Normande d'origine a toujours eu le goût de la découverte et de la nouveauté. À 38 ans, mère de 2 enfants, elle aime partager ses bons plans yvelinois à travers son blog. Ce que j'aime dans les Yvelines, c'est qu'on y retrouve la culture, l'art, la nature. Et ici, c'est un peu tout ça en même temps. Et c'est vraiment un endroit à part, un peu ici, un endroit au calme, un endroit apaisant. Passionnée d'histoire, elle nous entraîne dans un lieu qu'elle affectionne tout particulièrement. Moins connu que la Galerie des Glaces ou la Chambre du Roi, mais tout aussi fabuleux, cette pépite au cœur du jardin de Versailles, c'est le hameau de la Reine. Elle y retrouve Yvan, le jardinier en chef. Bienvenue au hameau de la Reine, Merci. le petit village privé de Marie-Antoinette qu'elle s'est fait construire spécialement pour elle. C'est un vrai décor ici, en fait. Ah oui, c'est un vrai décor, ouais. C'est complètement, tout est fictif en fait, tout a été construit pour Marie-Antoinette. Aucune des maisons n'avait but d'être habitée, sauf 2 qui étaient la maison du gardien et la maison où il y avait le jardinier qui habitait. D'accord. Le hameau de la Reine est composé d'une dizaine de maisons. Un moulin,
plusieurs habitations consacrées à l'exploitation agricole. Granges, bergeries, laiteries, pêcheries, le tout autour d'un magnifique lac artificiel. Elles ont chacune un potager particulier? Oui, chaque maison avait un potager. En fait, c'était pour représenter vraiment le village, pour avoir l'impression que chaque maison était habitée par un paysan et qui faisait son potager devant sa maison. Et du coup, on avait l'impression d'être vraiment dans un petit village, quoi. Ah oui, oui. Donc la grande maison là qui est devant nous, c'est la maison de la reine. Oui. Donc c'est la maison principale où Marie-Antoinette devait venir séjourner, même si on sait qu'elle n'y a jamais dormi. En fait, elle préférait dormir au Petit Trianon, qui était quand même beaucoup plus confortable. Donc c'était sa maison à elle. En fait, chaque petite maison à côté était dédiée à une de ses courtisanes ou à une des amies qu'elle avait invitées à venir au hameau de la reine. Et ce sont des vraies pierres ou pas? Alors non, c'est tout en trompe-l'œil. Pour deux raisons, c'est parce qu'en fait, ça coûtait pas cher à faire et qu'à l'époque, ils n'avaient plus de sous dans les caisses, donc valait mieux peindre des pierres que faire tailler des vraies pierres. Ah, et en plus, c'était à la mode à cette époque-là, de faire tout en trompe-l'œil. et du coup, tu sais pourquoi elle a voulu se faire créer ce petit hameau rural, rustique? En fait, à l'époque, il y avait un mouvement qu'on appelait le retour à la nature, qui a notamment été prôné par Jean-Jacques Rousseau, où on voulait retourner aux bonnes choses de la vie, à la campagne, à la ferme, manger les bons produits, se relier avec la nature, etc. Et il y avait aussi une dimension éducative pour ce hameau. Normalement, c'était pour éduquer les enfants royaux, et notamment le dauphin, à la vie à la campagne, et qu'ils sachent comment on vit à la campagne et comment on cultive des légumes, comment on s'occupe des animaux, etc. C'est dans ce décor que Marie-Antoinette recevait la société qu'elle conviait au Petit Trianon. Contrairement à l'idée reçue, la reine ne jouait pas à la fermière. Elle utilisait avant tout le hameau à des fins de promenade et comme lieu de réception. Et cette tour, elle est censée... Alors c'est pour représenter, c'est ce qu'on Représenter appelle quoi? la tour de la pêcherie. Oui. Ça représente un phare, un phare, ouais. même si ça n'a pas d'utilité de phare puisque le lac est tout petit. Oui. Mais c'était de là que partaient les parties de pêche de Marie-Antoinette. Donc il y avait des barques sur le lac. On lâchait des poissons à l'époque de Marie-Antoinette, des carpes et des brochets notamment. Et après, il y avait une dizaine de bateaux qui se baladaient sur le lac. C'était à celui qui pêchait le plus de poissons. À la Révolution, les bâtiments construits vieillissent mal. Napoléon les fait entièrement restaurer entre 1810 et 1812. Aujourd'hui, c'est au tour d'Ivan de protéger ce lieu. Une mission qui nécessite un véritable travail d'investigation pour reproduire par exemple ce que l'on mangeait au hameau de la Reine à l'époque. Je vais te faire goûter une petite groseille de la reine, ce qu'on appelle la groseille à maquereau. C'est une Merci. groseille qu'on trouvait à l'époque et qui est très peu utilisée maintenant, mais qui est assez bonne, Non, c'est bon. assez agréable. Mais plus personne ne la consomme pratiquement maintenant. D'accord. Mais la reine en consommait. Il y en avait plein au hameau, ouais. On a encore des factures et des devis d'achat de plantes qui ont été utilisées pour planter dans le jardin anglais dans le hameau. Et je m'inspire de ces factures pour replanter le jardin. Ah oui, d'accord. Et on a des centaines de groseilliers comme ça qui ont été plantés. Tu te lasses jamais de ce décor? Non, j'avoue que non. De temps en temps, comme on y vient tous les jours, on a tendance à plus trop regarder et puis à se mettre au travail, à désherber, à planter, à tailler. Et puis à un moment, on lève la tête et on regarde, on fait « Oui, c'est quand même beau ici, c'est quand même exceptionnel. C'est quand même On a pas quand même mal. de la chance d'être là. » Parcourir les Yvelines revient souvent à traverser le temps et les modes. De Versailles, fleuron royal, quelques kilomètres seulement suffisent pour plonger dans l'âge d'or de l'impressionnisme, à Chatou, terre des peintres, dont un fut plus particulièrement amoureux et attaché à la ville, Auguste Renoir. Il en dira même, c'est l'endroit le plus joli des alentours de Paris. Géraldine retrouve Laurence, fervente admiratrice de la vie culturelle et patrimoniale de Chatou. Bonjour. Savez-vous où vous êtes ici? Un petit peu. Un petit peu. Donc vous êtes à Chatou, sur l'île des Impressionnistes, et plus précisément au hameau Fournaise. Le train était arrivé à Chatou, hein, Ouais. et nous amenait, notamment le dimanche, énormément de Parisiens de tous les milieux, et qui prenaient du bon temps, canotaient, puisqu'il y a eu une grosse activité de canotage. Et alors, du coup, où a été peint le fameux tableau de Renoir, le déjeuner des canotiers? Il a été peint ici? Bien Mais sûr. où?
Alors vous voyez ce balcon-là. Vous imaginez que Renoir était en dehors du balcon vers nous et peignait ce balcon que vous voyez, dont vous voyez le tableau ici Oui, on voit le représenté. tableau, oui. 14 personnages. Le premier personnage à droite, c'est Caillebotte. Et puis sur la gauche, on a Aline Charrigot, qui était la deuxième femme de Renoir. Et après, ce sont des gens, encore une fois, de différents milieux. Il y avait des artistes, des modèles, des financiers, un poète tout au fond. Il y a différents Les gens personnages. se mêlaient en fait. Ils se mêlaient beaucoup. Oui. Laurence est à la tête d'une association de canotiers, nostalgiques et tous amoureux de cette époque où l'on pouvait naviguer sur la Seine en toute liberté. Leur credo, donner une seconde vie à des bateaux d'autrefois. Et alors, vous les trouvez où ces bateaux? Alors, ils sont chez des personnes privées, abandonnés dans un grenier, dans un jardin, dans une cave, qui s'abîment. Hein. Oui. Et quand on nous les donne, en général, ils sont assez abîmés. Et donc, c'est notre activité de les restaurer et de les rendre aussi beaux qu'autrefois. Celui-ci, c'est le plus vieux de la collection, 1890. Et canoë français, on le repère parce qu'il est ponté. À l'avant, il a un pont, à l'avant, à l'arrière. Ici, nous avons ce qu'on appelle les dames de nage, qui se fixent comme ça sur le bateau et qui permettent de recevoir les avirons, les deux avirons. Voilà. Le rameur, lui, s'installait ici, sur un siège coulissant, qui a été inventé à cette époque-là. Et sa barreuse, parce qu'en général, les rameurs avaient une barreuse, s'installe ici, et elle actionne ces deux petites pièces, qui actionnent donc le gouvernail qui est à l'arrière. D'accord. Voilà. D'accord. Et donc, ici, nous avons 2 personnes à bord. Les rameurs aimaient bien emmener leur conquête sur l'eau. Et donc, leur offrait ce genre de siège qui était tout de même assez élégant. Plus il était amoureux, plus c'était sculpté. Plus c'était beau, plus c'était orné, en fait. Voilà, D'accord. orné et élégant. Voilà. Vous sortez les bateaux quand il y a des fêtes? Alors, ce sont des bateaux qui sortent, ce sont des bateaux qui vont à l'eau. Oui, oui. Et si vous voulez, on peut faire un essai. Moi, personnellement, je n'ai pas le pied marin. Ça s'apprend. On va essayer. Laurence propose à Géraldine d'embarquer sur l'un de leurs plus vieux bateaux, la Suzanne. Une chaloupe avec en son centre un moteur à vapeur, un vrai bijou, au claquement significatif. À la manœuvre, Marc-André. Et au 19e siècle, les gens prenaient ce genre de bateau pour faire des croisières sur la Seine? Ah oui, c'est un bateau de promenade. Hein. Un bateau de prestige, c'était un peu la vitrine des frères Chandler qui ont créé cette chaloupe dans les années 1880. Tous les artistes de l'époque achetaient un canot à vapeur, un peu comme maintenant ils achètent une voiture de prestige. Le week-end, il n'était pas rare de croiser des centaines de bateaux aux formes et à la propulsion différentes. Une vie au fil de l'eau où l'on savait prendre le temps de rêver. Les peintres peignaient, les écrivains écrivaient. Il y avait des musiciens dans la région. Il y avait Bizet qui habite un peu plus loin. Mais c'est vraiment une époque de bonheur. Oui, ça a l'air. Oui. Ça a l'air. Avançons encore un peu dans le temps pour gagner maintenant le XXe siècle et découvrir un autre lieu qui lui aussi a marqué l'histoire des Yvelines. La Villa Savoie et son architecture moderne construite par Le Corbusier. Géraldine a rendez-vous avec Laurent, architecte et urbaniste, pour visiter cette villa insolite. Vous m'accueillez dans un endroit un peu singulier. Ça change des villas traditionnelles des Yvelines. Ah, on est dans une maison, ce qu'on appelait à l'époque une maison de maître par l'usage, mais pas du tout par la forme. On est en face d'un prototype d'un architecte assez connu, qui est tout aussi exceptionnel, qui s'appelle Le Corbusier, et qui s'appelle la série des Villas Blanches, qui réalise entre 1920 et 1930, et qui vient complètement casser les codes, non seulement esthétiques, mais également constructifs. Et donc du coup, là, on est devant ou derrière? On est sur le côté de la maison? C'est une excellente question. En fait, on n'est ni devant ni derrière. La maison est une sculpture, c'est un prisme qui va changer d'aspect, de lumière en fonction de l'évolution du soleil. Donc c'est vraiment un rapport pur de l'architecture à son environnement et au paysage immédiat, à la nature, quoi.
Commandé en 1928 par Madame Savoie, riche héritière, qui admire le travail de Le Corbusier, elle rêve d'une maison innovante et confortable. Cette œuvre architecturale a été pensée par Le Corbusier comme un cheminement vers la lumière. Pour lui, la maison doit se dévoiler en marchant, grâce à cette longue rampe en pente douce, complètement novatrice pour l'époque. Là, on va dans un endroit un petit peu plus lumineux que la première. Voilà, il y a le soleil. Et on arrive sur le salon. Le salon, il est baigné de lumière. Alors le salon, il est baigné, j'ai presque envie de dire, de lumière et d'espace. Et ce qui est choisi, c'est d'avoir un rapport au paysage très précis, qui est celui de l'horizontale, la fenêtre en bandeau. On est tout de suite mis en rapport avec le grand paysage. Oui. Et ça, c'est vraiment permis aussi parce que petit à petit, le vocabulaire du cinéma arrive. C'est-à-dire qu'on est dans les années 20, on retient un vocabulaire cinématographique qui est celui du grand panorama. Il y a aussi cette grande baie vitrée, là. Voilà. Vous voyez qu'en fait, on ne parle pas de fenêtre. La fenêtre, à un moment, c'est un trou dans un mur. Là, il n'y a pas de mur. Donc, il n'y a pas de fenêtre. Il y a juste une absence de mur. Et quelque part, le salon, c'est la totalité du prisme, puisqu'on peut voir d'un angle du prisme jusqu'à l'autre quasiment. L'intérieur de la villa est également sculpté. Chaque pièce a sa propre identité comme une œuvre d'art. À l'image de la salle de bain, tout en carrelage et faïence. La salle de bain est très intéressante parce qu'elle dévoile la dimension du peintre chez l'architecte. Et pour ça, il faut regarder avec attention le profil de l'assise que Le Corbusier... Oui, la courbe, c'est une courbe, c'est un dessin que vous voyez souvent dans certains tableaux qu'il fait. C'est vrai que c'est une salle de bain qui fait rêver, quand même. Okay. Oui, ça donne envie. Après, je ne sais pas si elle est très pratique au quotidien. Mais... Une salle de bain qui est mise en scène. D'accord. Et donc on met en scène le fait de s'occuper de soi, de s'occuper de son corps. Mais là, on teste. Ouais, C'est-à-dire qu'on voit jusqu'où on peut aller, tiens, ça marche pas. C'est une maison qui est un prototype, en fait. Et donc il y a des choses qui seront retenues, qu'on va retrouver 50 ans plus tard. Et puis il y a d'autres choses qui ne vont pas trop marcher, qui resteront à l'état de prototype. La balade architecturale s'achève par le patio, un jardin intérieur totalement unique pour les années 30. Le clou du spectacle se trouve au bout de la dernière rampe. Et voilà le fameux tableau. Donc là, ça y est, on a fini la promenade et le corps s'arrête là. Et vous, qu'est-ce qui vous plaît dans cette maison ? Cette maison, elle est un peu la maman de toutes les maisons modernes. Et puis tout simplement, plastiquement, elle est juste... elle est à tomber, quoi. Elle est très très belle, quoi. Voilà. Je suis d'accord. Voilà. Notre voyage dans le temps se poursuit plus au sud des Yvelines. Et s'il y a une ville qui est le parfait reflet de cette région, c'est Rambouillet et la vallée de Chevreuse. Ville de province en Île-de-France, Rambouillet est une ville aux multiples passés, composée de chasses royales, impériales et même présidentielles. Grâce à sa forêt domaniale de plus de 30 hectares, parsemée d'étangs et traversée par de nombreux chemins de randonnée. C'est au cœur d'un labyrinthe de verdure que nous retrouvons Florence. Ancienne parisienne, elle a décidé de tout plaquer pour venir se mettre au vert dans les Yvelines. Pour rien au monde, je quitterais les Yvelines parce que c'est vraiment une très belle région et très verte, très verdoyante, très chaleureuse aussi. Boisée et luxuriante, la vallée de Chevreuse regorge de fermes agricoles. C'est sous le règne de Louis XVI que celles-ci ont vu le jour. L'une des plus connues est sans doute la Bergerie nationale de Rambouillet, au cœur du domaine national, situé à 50 km de Paris. La bergerie a acquis sa renommée à travers le monde grâce à ses moutons mérinos. Florence retrouve Aloïs, en charge du développement de ce lieu toujours authentique. Et voilà les moutons. Voilà les mérinos de Rambouillet. Les mérinos, les fameux. Qui avant s'appelait la bête à laine espagnole. Ah oui, parce que ça vient d'Espagne. C'est ça, c'est une race de moutons qui vient d'Espagne, qui sont arrivés sous Louis XVI et qui sont élevés depuis en consanguinité contrôlée. D'accord.
Le mérinos, c'est vraiment un des emblèmes de Rambouillet. On associe tout de suite Voilà. bergerie, mérinos. C'est ça, tout à fait. Louis XVI introduit le mouton mérinos en France pour sa laine et non pour sa viande. Il souhaite développer l'élevage et l'agriculture. Il fait alors construire cette ferme modèle afin d'obtenir une laine de qualité, mais également une agriculture plus moderne grâce à un nouvel agencement des bâtiments. Cette ferme était construite sur le principe d'une ferme à court carré, qui est de la ferme optimisée dans son fonctionnement, avec le tas de fumier au centre, une aire de pâturage, les animaux sur les côtés, les granges pour stocker les fourrages et les logements d'habitation. D'accord, donc tout était bien optimisé et bien orchestré en fait. C'est ça. Et nous voici, Florence, dans cette grange royale. Royale, c'est le terme. Oui. C'est vrai qu'il fallait que dans ces dimensions, cette ferme, elle représente le roi. C'était sa propriété. Il fallait qu'elle soit vue de loin, il fallait que les gens soient impressionnés. On se croirait presque dans une église. Oui, un petit peu. C'est rigolo quand même. Et on voit que ces arcs en pierre, ouais. ces arcs en ogive, Ouais. qui viennent supporter la charpente et qui limitent l'utilisation du bois pour limiter la propagation des incendies toujours. Le fonctionnement était très simple. Les charrettes rentraient par la grande porte. D'accord. Les ouvriers pouvaient enlever les gerbes de blé, parce qu'à l'époque, ils stockaient en gerbes. Et c'était des ouvriers spécialisés qui travaillaient là-dessus, ça s'appelait les calvaniers, qui devaient les ranger de façon le plus compacte possible pour qu'aucun nuisible ne puisse pénétrer et venir manger le blé. Voici ce grand colombier. Majestueux, toujours. Alors là, il y en a combien de... Il y a 2200 boulins. Ces boulins, c'est ces trous qui représentent l'état naturel de niche des pigeons en bord de falaise, en fait. Et il y en a 2200, donc ils pouvaient accueillir 1100 couples. D'accord. Un couple a besoin de 2 boulins pour sélectionner le nid où il a envie d'aller. Et en même temps, c'est très productif, un pigeon. Du coup, la mère n'a pas fini d'élever les premiers, qu'il faut déjà les pondre dessus. Le pigeon est un oiseau propre. Les boulins sont propres. Il fait ses besoins en dehors, sur le sol. Et donc, le but, c'était de récupérer cette fiente, aller probablement la mélanger sur le tas de fumier, qui était juste au centre, et pouvoir aller amender les champs derrière. En fait, il y avait 2 richesses dans une ferme. C'est le tas de fumier, puisque ça permet d'amender les champs, et le colombier, puisqu'il produit de la colombine, et qui permet également d'amender les champs, qui est très, très riche en azote. D'accord. La bergerie nationale va s'agrandir d'année en année. L'élevage et l'agriculture deviennent un enjeu stratégique et le troupeau mérinos est même conservé comme une richesse nationale. En 1805, Napoléon Ier va encore plus loin. Il souhaite en faire une race pure sans croisement génétique et offre au troupeau une cour impériale. Le troupeau mérinos de Rambouillet devient un berceau de reproducteurs unique, recherché dans le monde entier, encore aujourd'hui. Et alors, la France est connue pour le luxe, hein, mais alors là, on peut dire aussi est connue grâce. Voilà, pour le mérinos, pour la qualité de sa laine. Ouais. Ils avaient tout un système de catalogue. Il y a même le grand photographe Nadar qui est venu faire des photos des mérinos. Après, c'était imprimé sur plaque de verre et c'était envoyé aux agriculteurs d'autres pays pour qu'ils puissent acheter ces mérinos. Tous les grands troupeaux actuels de mérinos, Nouvelle-Zélande, Australie, Afrique du Sud, Amérique du Sud, il y a eu un moment ou un autre, un reproducteur mérinos qui a emmené ces gènes là-bas pour améliorer leur qualité lainière. Donc on a un petit mérinos. Un petit peu partout. Dans chaque pulcon, il y a un bout de brin, d'un bout de laine de génétique qui vient de Rambouillet. Rambouillet, sa forêt, ses jardins, ses plans d'eau. Au cœur de ce domaine royal, il existe des petites maisons qui méritent le détour, comme la laiterie de la reine, cachée dans la verdure, comme un bijou dans un écrin. Mais c'est une autre curiosité posée sur un îlot entouré d'eau qui éveille la curiosité de Florence. Elle est accompagnée de Renaud, le référent des collections de Rambouillet, pour admirer la chaumière aux coquillages. Et ça fait petite maison de poupée presque là. Hein. Elle est construite en 1775 par le duc de Penthièvre, qui en fait cadeau à sa belle-fille.
Alors tu remarqueras sur la façade, il y a des... Oui, c'est ce que j'allais dire. Il y a ces os de bœuf qui ressortent Ouais. régulièrement. Alors ça a deux avantages. Le premier, c'est que ça permet d'accrocher des rosiers ou des plantes grimpantes que l'on veut faire courir sur la façade. Ah, c'est une super idée ça. Ça, c'est décoratif. Et la deuxième raison pratique, c'est que l'humidité qui est dans le mur peut s'échapper par le biais de l'os et s'égoutter hors du mur sans que l'humidité reste dans la maçonnerie. Oh, mais c'est ingénieux. C'est pratique, hein. Bien. Alors, je te laisse entrer. Eh oui, allez. Waouh. Ah là là, c'est impressionnant. Oh, cette finesse. Décor assez extraordinaire, Ah oui. qui est composé uniquement de coquillages, donc de toute variété. Tu as des huîtres, des moules, des coquilles Saint-Jacques, et puis également des coquillages un peu plus exotiques qui viennent des Antilles, exactement. Ouais. C'est un décor qui, même s'il est fait en coquillage, reste très architecturé. Et la technique est assez intéressante également parce que le coquillage est à la fois maintenu par le mortier. Tu as toujours un petit clou en plus qui permet de venir le fixer et le maintenir. D'accord. Ce qui explique que ça se soit parvenu jusqu'à nous. Et alors pourquoi avoir fait ce décor-là, ici, à Rambouillet? Alors il y a deux raisons, je dirais. C'est que le décor en coquillage, c'est une vieille tradition française. Et la deuxième raison, c'est que le duc de Penthièvre était aussi grand amiral de France. Et il avait également des possessions en bord de mer. On a des traces dans les archives qui indiquent que tous ces coquillages arrivent aussi des propriétés du duc de Penthièvre un peu partout en France qui sont en bord de mer. Et il y a quelque chose que je voudrais te montrer qui est dissimulé. Alors j'adore les petits secrets. Waouh! Oh, ces peintures magnifiques! Je te laisse passer, rentrer à l'intérieur. C'est beau! Donc c'est la petite garde-robe, donc ce sont les toilettes de l'époque. Pour les dames qui venaient ici, il y avait une petite astuce, si elles souhaitaient en faire usage. C'est-à-dire qu'elles avaient un miroir pour se refaire une beauté. Ouais. Et puis, dans les placards sur les côtés, et quand elles appuyaient sur un bouton à ressort, il y a un petit automate de chaque côté qui sortait. C'était un petit personnage qui portait dans ses mains un plateau sur lequel il y avait des accessoires. Ce qu'on voulait. Voilà, elle choisissait ce qu'elle voulait. Oh, c'est le grand luxe! Exactement. Ah, dis donc! Loin du baroque de cette chaumière, la forêt domaniale de Rambouillet recèle d'autres trésors, comme l'abbaye des Vaux de Cernay, un lieu enchanteur. Riche d'une histoire quasi millénaire, la puissance et le mystère s'imposent aux visiteurs. Florence rencontre Italica, guide conférencière, tombée amoureuse de ce site il y a plusieurs années. C'est magnifique là avec cette rosace, ce ciel bleu là derrière, c'est splendide. Oui, car en fait nous sommes en train d'arriver à l'église abbatiale. D'accord. Tu vois ici se trouvait une abbaye qui a été fondée en 1118 par 12 moines qui sont arrivés de Normandie, de Savigny. Nous avons encore les ruines avec la belle rosace. Là, nous avons conservé cette belle rosace qui a une forme très simple. Tu vois, c'est une croix qui est formée par des cercles, car c'est une abbaye cistercienne où le décor est complètement interdit pour ne pas perturber les moines, ne pas les éloigner de la prière. Donc c'est très simple et très sobre. Seul témoin de son passé, l'imposante salle voûtée est à couper le souffle. Longue de 80 mètres, elle fait partie des plus grandes de France. Donc c'est la plus grande salle de l'abbaye, ce qui nous laisse supposer qu'elle pouvait servir comme peut-être réfectoire, mais plutôt comme scriptorium, on pense. On pense que les manuscrits étaient faits ici parce que cette salle se trouvait à côté du chauffoir, car l'hiver, il faisait très froid, et donc l'encre pouvait geler, et les mains avaient trop froid pour pouvoir continuer à écrire. D'où cette hypothèse de scriptorium pour cette salle, très sobre encore une fois. Il y a juste un léger décor au niveau des chapiteaux, qui sont tous différents, mais c'est tout. Nous restons dans la sobriété de l'architecture cistercienne encore une fois. Cette abbaye a connu les affres du temps et aurait dû disparaître. Mais c'est une femme qui va la sauver de la destruction. Alors cette église a été conservée grâce à une femme, Charlotte de Rothschild, qui découvre les ruines de l'abbaye dans les années 1870 et décide d'acheter l'abbaye pour la sauver. Donc elle laisse l'église, comme tu la vois aujourd'hui, en état de ruine. Et une partie de l'abbaye qui existait encore en ruine, il n'y avait que les murs, va être reconstruite par elle pour que ça devienne sa maison secondaire. La baronne de Rothschild va se lancer dans une restauration sans égale pour la région à cette époque.
Le début des travaux commence en 1873. Ils vont durer plusieurs années avant de pouvoir faire visiter sa nouvelle demeure au Tout Paris. Donc ici, nous sommes dans l'ancienne aile des moines convers. Les murs ici extérieurs sont d'origine, mais il n'y a que ça qui est de l'époque médiévale. Tout le reste a été construit par les Rothschild, dans un style un peu néo-gothique. Donc les voûtes, tout le décor autour des boiseries. À la fin du 19e siècle, le goût du néo-gothique se développe encore beaucoup. Et donc, tout le monde veut, à l'intérieur de chez soi, avoir un décor un peu gothique. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très à la mode à ce moment-là. C'est ingénieux, sous cette colonne. Ils ont fait des fauteuils circulaires. En effet, c'était des fauteuils qui étaient très à la mode à la fin du 19e siècle. On avait beaucoup ce côté très convivial. Et ils recevaient beaucoup de gens ici. Ils avaient beaucoup d'invités très importants, des têtes couronnées, la grande aristocratie française ou étrangère qui venait ici passer un séjour. Ils venaient à la chasse beaucoup, on pratiquait la chasse à cour aussi. Depuis, les actuels propriétaires ont transformé ce lieu de caractère en un hôtel de luxe. Mais aujourd'hui, il est possible de visiter les appartements privés de la baronne qui ont su conserver toute l'âme de ses bienfaiteurs. Alors, nous sommes ici dans la chambre de Charlotte, qui était une grande artiste. Elle a étudié d'abord la musique. Elle était l'élève de Chopin. Elle était une très grande pianiste. Elle composait aussi. Elle aimait les arts en général. Donc ici, tu découvres les parties plus intimes, plus privées de son appartement. Donc plus une sorte de boudoir ou de pièce où elle pouvait se retrouver plus seule. Donc ici, dans la salle de bain, je vois que tu regardes la baignoire, qui est un élément d'origine. C'est magnifique, hein. Et là, donc, il y avait du marbre aussi, c'est d'origine. Le marbre est d'origine, le sol, la robinetterie aussi que tu peux voir ici. Donc nous sommes quand même à la fin du 19e siècle, extrêmement moderne. Ah, c'est super beau, hein. Et qui ont une vue sur l'église et sur l'ancien cloître qui n'est plus là, mais tu vois, avec une vue assez exceptionnelle. C'est près de Montfort-l'Amaury, un peu plus à l'ouest, que nous retrouvons Claire, une vraie Yvelinoise, comédienne, animatrice dans une troupe de théâtre. Elle nous entraîne tout d'abord à Carrières-sur-Seine pour une cueillette souterraine. Car les Yvelines regorgent de carrières, où pousse l'Agaricus bisporus, plus connu sous le nom de champignon de Paris. Il est loin le temps où il était réellement produit dans la capitale. Aujourd'hui, c'est devenu l'un des produits phares cultivés en Yvelines. Angèle, l'un des derniers champignonistes, nous ouvre les portes de son univers. C'est immense, hein. Ici, il y a plus de 4 hectares de superficie. 4 hectares. On ne peut pas se perdre. Pour l'instant, je ne me suis pas perdu. Bon, on s'habitue de toute façon. Le champignon de Paris est cultivé dans les carrières depuis le XVIIe siècle. Et selon la légende, la naissance de ce petit champignon au chapeau blanc serait due au hasard. Les carriers tiraient la pierre de taille. À l'entrée, ils avaient des écuries, des chevaux, donc un tas de fumier. Ah bah oui. Paris, avant, c'était pas l'urbanisation, c'était des maraîchers, des prairies. Dans les prairies, il y avait des rosées des prés. Les spores s'envolent, tombent sur un tas de fumier décomposé. On poussait les champignons sur un tas de fumier décomposé. Miracle des champignons, ça c'est l'époque Louis XIV. Et c'est Jean-Baptiste de la Quintinie, jardinier du Roi Soleil et créateur du célèbre potager, qui réussit à l'introduire à la table royale et jusque dans nos assiettes. Et là, on peut tous, ils sont tous bons à accueillir, ceux-là. Là, tous ceux qu'il y a là, ils sont tous bons. Champignons à farcir. Ah. Tu enlèves le pied, toc, toc, voilà, tu mets ta farce dedans. Le petit, tout petit, ce tas-là, ça va être le champignon à la grecque. Après, le moyen, tout venant, de toute façon, c'est celui-là, voilà. Chaque évolution correspond à une recette. Voilà, une recette. Alors, on va prendre une petite caisse. Donc, il n'y a pas d'outil. Il n'y a pas d'outil, c'est la main, l'outil. C'est la main. C'est la main, c'est un métier manuel. Ouais. Voilà. Tu le prends par le pied, tu tournes.
T'entends les D'accord. craques Ouais, et tu tires. j'entends le crack. On peut prendre comme ça on Oui, peut... tu peux essayer. Je peux Si essayer. t'arrives, t'as la force dans les mains. Voilà. Voilà. Ah, regarde. hein. Après, il faut les séparer. Et voilà. Je te les laisse ramasser. Et après, tu auras ceux que tu as ramassés. Ah, ça motive. Bah oui, c'est vrai que ça motive qu'on accélère et on en ramasse de plus en plus. Ah, ils se tiennent. Hein. Mais bon, ils n'ont pas de dents, ça va. Et donc, Angèle, toi, tu as commencé donc tout petit avec tes parents? Oui. Bah, mes parents, de toute façon, toute la famille est champignonistes, mes grands-pères, Ouais. mes parents. Et toi, à quel âge tu as commencé à ramasser les champignons? 5-6 ans, 5-6 ans. avec mon père et C'est mon petit. oncle. Ils me laissaient cueillir les plus gros. Mhm. J'avais la lampe à carburant et moi, je passais devant eux, je ramassais les plus gros. Ça, toi, on va faire une chose. Ouais, Je vais t'en donner un morceau. ouais. C'est bon. Il a de la consistance. Il a de la consistance, il a vraiment un goût de champignon. Le champignon, c'est une éponge. Ça garde l'eau et ça. Oui. Surtout, ça garde l'odeur où il pousse. C'est un filtre. Toi, ici, il y a l'ambiance, la carrière souterraine, l'odeur du calcaire, de la pierre, Mhm. et l'odeur du compost. Mhm. Et il prend son temps. Il pousse tranquillement. Donc, il prend toutes ces saveurs-là. C'est très goûteux. Moi, je le préfère, c'est là. Quand je le ramasse, j'en mange. Un succès qui ne se dément pas, puisque ce petit champignon reste aujourd'hui le plus cultivé au monde. Faible en calories, il se distingue par sa richesse en minéraux, vitamines et oligo-éléments. Retour à la surface pour découvrir une perle architecturale, le château de Neuville. Situé près de Gambais, dans l'ouest yvelinois, il est détenu par la même famille depuis 300 ans. Visite privée avec Jérôme, le maître des lieux. On fait un petit tour? On fait un petit tour. On fait un petit tour. Donc tu vis là depuis combien de temps? À vrai dire, je ne vis pas là, mais on y vient régulièrement, car c'est un D'accord. château de famille. Donc c'est D'accord. une demeure qui est dans la famille depuis 1765. Ah oui. À la fois si proche de la capitale et si loin de son agitation, le château de Neuville est un château de passage, dit de plaisir, de style Henri III, où l'on ne séjournait que quelques mois dans l'année. Le château a été construit par un architecte qui était assez connu de l'époque, qui était Jacques Androuet du Cerceau. Jacques Androuet du Cerceau, on lui doit une partie de la Grande Galerie du Louvre. Donc c'est un vrai château d'architecte, Mhm. avec la personnalité de son constructeur. C'est pour ça que nous avons cette particularité d'un château en fer à cheval. Donc là, c'est l'entrée principale. Tout à fait. Et nous sommes accueillis par Monsieur de la Verdie. Donc Monsieur de la Verdie, qui avait acheté le château et qui l'a donné à sa fille. Mhm. Sa fille, ayant épousé mon ancêtre, donc la maison est rentrée dans la famille. Les nombreux salons en enfilade, les grandes cheminées, les tableaux anciens, les sols et les parquets d'époque créent un décor classique et prestigieux qui témoigne de la grande histoire de France. Ce salon était à l'origine un salon de musique, un salon de détente, et se caractérise par ce portrait de Louis XV, qui avait été donné donc à la fin du mandat de Monsieur de la Verdie, ministre des Finances. C'était à l'époque le moyen de remercier les fonctionnaires, les hauts fonctionnaires qui avaient travaillé pour le roi. Ce portrait rarissime du roi Louis XV existe en 2 exemplaires. L'un est ici au château de Neuville, l'autre à Versailles. Si tu te tournes, tu vas voir les 2 trous qui sont au centre de ce miroir. On se demande ce qui s'est passé. En juillet 1789, les villageois, suite à la prise de la Bastille du 14 juillet, sont venus ici pour demander aux propriétaires du château de déguerpir ou au moins un certain nombre de compensations. Et donc, mon ancêtre leur a proposé déjà de passer par la cave, qui était abondamment remplie et surtout de bon vin. Tous les gens qui étaient rentrés dans le salon ont bien évidemment vidé la cave et sont revenus le lendemain en disant à mon ancêtre, écoutez, nous avons passé une excellente soirée et nous rentrons chez nous. D'accord, ils avaient apprécié la cave. Exactement. Et l'anecdote est absolument authentique. Ouais.
la bâtisse a connu toutes les affres de l'histoire. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le château a été occupé successivement par les armées allemandes et américaines. Il est progressivement laissé à l'abandon et le château se meurt peu à peu. Moi, j'ai connu l'ensemble de la maison avec des pièces dans cet état-là. Et en 1965, nous avons eu l'appel tout à fait fortuit du réalisateur Rapneau, qui voulait tourner un film qui s'appelait La vie de château, avec Philippe Noiret et Catherine Deneuve. Au début des années 70, nous avons eu un deuxième tournage, toujours à l'initiative de Rapneau, qui avait recommandé à son ami Demy de venir tourner Podane. Et donc, grâce au montant... Tournage, ouais. Exactement, nous avons pu commencer les restaurations. Donc, nous devons la restauration de Neuville et l'état de Neuville aujourd'hui au cinéma français, très honnêtement et très clairement. Et tout le monde se retrouve là à certaines occasions, à Noël par exemple. Alors, à Noël, on adorerait se retrouver, sauf que je te rappelle que le château n'est pas chauffé. Ah oui. Ouais, donc, effectivement. les réveillons de Noël sont un petit peu une gageure. Non, en revanche, nous avons ce que nous appelons les TUF, les travaux d'utilité familiaux. Les TUF, hein. Les TUF, que nous organisons 2 fois par an, avec tous les enfants et tous les membres de la famille, et qui nous permettent, par exemple, de rentrer du bois pour les cheminées ou de faire des travaux d'aménagement. Ça permet de montrer à la famille que Neuville est leur maison, que Neuville n'est pas la propriété d'une personne, mais la propriété d'une famille. Transmettre, partager, éblouir, c'est un peu l'adage du village de Montfort-l'Amaury. L'histoire de cette ville fortifiée se dessine dès le haut Moyen-Âge. Témoin d'un passé glorieux, ses remparts et sa magnifique église dédiée à Saint-Pierre et Saint-Paul. Le compositeur Maurice Ravel a vécu dans cette maison appelée le Belvédère de 1921 à 1937. C'est ici qu'il a écrit l'une des œuvres les plus célèbres au monde, le Boléro. Mais Montfort renferme aussi quelques curiosités. Derrière cette porte en fer forgé se cache une ruelle, un bar, une brocante et, chose incroyable, tout porte le nom de Cauville. Alors, nous voici chez Pierre Cauville et à cet endroit, il y a un cabaret. Et je voulais vraiment vous montrer cet endroit qui est insolite. Cet endroit est tout autant surprenant que son propriétaire, Pierre Cauville. L'homme est une personnalité montfortoise haute en couleurs qui a reçu et reçoit encore le tout Paris sur les planches de son petit cabaret. Oh ma Clé, Pierre. ma fidèle petite chanteuse de cabaret, comment tu vas? Ben, ça va bien et toi? Ben, ça va bien, ça va. Et toi? Écoute, oui, tu sais, il fallait absolument venir te voir parce que chez toi, c'est quand même extraordinaire. Ah bon? Hein? Je croyais que t'allais me dire c'est parce que t'es beau. Ben, aussi. Et donc, je voulais que tu racontes un petit peu comment toute cette histoire a commencé. Comment cette histoire a commencé, c'est très drôle parce que j'ai fait le métier d'antiquaire pendant 6 générations. Ouais. Et puis j'ai monté un petit bar avec, en disant tiens, je ferai une petite crêperie, histoire de rigoler, quoi. Et puis Bardot est venu. Alors, Brigitte Bardot? Bah oui, parce que Brigitte, en fait, on se connaît depuis tellement longtemps. C'est comme si c'était ma sœur. Alors, elle a joué de la guitare. Ouais. Ça m'a fait marrer. Moi, j'ai joué, j'ai chanté un peu avec elle. On a monté un petit orchestre comme ça. Et après, la Brigitte, elle volait tout le temps. Et voilà, c'est comme ça qu'on a commencé. Et donc, ça a fait boule de neige, en fait. Quand on a su que... J'avais la télé, j'avais la radio, j'avais pas besoin de demander, j'avais tous les journalistes. C'est incroyable. Tout Paris pensait... Bah forcément, parce qu'on disait...
Mais Bardot va chez lui, mais qu'est-ce que c'est que ce Piaf? Tu t'attendais pas à ça? Bah non, sûrement pas. 30 ans après le premier passage de Brigitte Bardot, l'histoire continue. Passer chez Coville pour rôder son spectacle ou passer un bon moment est devenu incontournable. Dis-nous un peu toutes les personnes qui sont passées. Il y a Johnny, tu vois bien, son fils. Il y a bon, J'ai vu Brigitte Marc Lahaye Lavoine, aussi. Brigitte Lahaye, Daniel Gérard, Jean-Jacques Debout, Florent Pagny, tiens, regardez, il était jeune d'abord, Florent, regardez. Bon, et puis alors, il n'y a pas que des chanteurs, hein. Il y a aussi des magiciens. Il y a Garcimore, j'ai vu en photo. Ah, mon petit Garcimore, alors celui-là. Hein? Ah, ça lui, on s'adore et tous les deux, franchement. Ouais. Pierre, à 84 ans, est toujours chansonnier. C'est lui qui fait la direction artistique et la mise en scène de ses spectacles, et c'est l'un des derniers titis parisiens à chanter en argot. Et Jacques Targot, les titis de Paname. T'entras fiodal si t'es pas parigot. Si à Pigalle, tu descends dans un rade, alors mate bien micheton et gigolo. Les parigots, Jacques Targot, qu'ils soient taxi ou bien bistrot, tout a changé dans mon quartier. Salam alaikum, dit l'épicier. Bravo, Pierre. Super. Joyeuse et festive, Montfort-l'Amaury est avant tout une ville d'histoire, que Claire va redécouvrir en compagnie de Lina. Et c'est au cimetière qu'elles se sont donné rendez-vous. Je trouve que c'est un drôle endroit pour se rencontrer quand même. Oui, ça c'est le cimetière de Montfort-l'Amaury. Je démarre toujours mes visites de ville ici parce que c'est un cimetière qui a une grande histoire et ça fait depuis le XVIe siècle qu'il est à Montfort-l'Amaury. Ça a été construit et conçu par Anne de Bretagne. Je te fais remarquer le toit. C'est une charpente en forme de coque de bateau renversée. C'est vraiment l'hommage à la Bretagne. Tu as les solives qu'on voit ici. Au départ, il y avait des planches qui étaient dessus. C'était un ancien charnier, donc les gens étaient enterrés à même le sol. Quand il y en avait où il fallait un petit peu faire de la place, donc on mettait les ossements sur les planches. Malgré son aspect en forme de cloître, ce lieu est toujours resté un lieu d'inhumation, un charnier que l'on appelait le champ des morts. Dans les oculus situés sur les murs, on y mettait un crâne et des tibias en forme de croix, et dans les alvéoles, des crânes d'enfants. Alors Claire, je voudrais te montrer le secret du cimetière. C'est quelque chose que les gens ne voient pas forcément. Alors, c'est ici. Ah! Et ça, les gens, quand ils se promènent dans le cimetière, ils ne voient jamais ce crâne-là. Celui-là, c'est un vrai crâne. Pourquoi ce crâne se trouve juste à l'angle, comme ça, de cette petite chapelle? Parce qu'à l'époque, on n'avait pas très peur de la mort. Le corps était juste une enveloppe charnelle. Donc, on utilisait les ossements pour décorer ce cimetière. C'est pas commun. Parmi ces tombes peu communes aux formes variées, ou encore celle des mousquetaires du roi, se trouve le caveau d'une famille très célèbre. Nous avons bien sûr Charles Aznavour dans ce cimetière qui est mort récemment. Et sa tombe est encore visitée beaucoup par les personnes qui viennent exprès à Montfort pour aller sur sa tombe, se recueillir sur sa tombe. Il habitait Galuy? Il habitait Galuy, le village à côté. Et donc, quand ses parents sont morts, il a acheté une concession à Montfort-l'Amaury. En haut du village de Montfort, impossible de manquer les ruines du château d'Anne de Bretagne, que l'on imagine puissante à une époque lointaine. Lina propose à Claire de monter et d'admirer le point de vue qui se trouve à 185 mètres d'altitude. On voit bien, c'est intéressant parce qu'on est sur une butte et donc au Ça niveau... permet de voir l'ennemi arriver. De loin. L'ancien château a été détruit par les Anglais en 1419 après la bataille d'Azincourt. C'est Anne de Bretagne donc qui est venue
à Montfort et elle a agrandi la ville, elle l'a embellie et elle a reconstruit le château. Et donc, Anne de Bretagne, elle vient de Bretagne. Oui. Et comment Anne de Bretagne a atterri à Montfort? Elle a eu ça par héritage. Elle était en même temps duchesse de Bretagne et comtesse de Montfort. Bah, écoute Lina, je te remercie beaucoup parce que je connais un peu Montfort, mais je n'avais pas toutes ces informations et tu connais beaucoup de choses. Donc je te remercie. En tout cas, c'était un plaisir pour moi, Claire, de faire ce petit bout de chemin avec toi. Bah, écoute, c'était plaisir partagé. Merci. Douceur de vivre, forêt envoûtante, monuments flamboyants, la richesse des multiples décors qui composent les Yvelines ne laissera personne insensible. Les traces de l'histoire sont ici partout présentes et chacun y trouvera, c'est sûr, toutes les raisons de s'émerveiller.